souvent, quand on rentre dans un métier de la santé, c'est quand même, globalement, on a une vocation d'aider les autres. C'est quand même le fond, le point commun des gens qui font de la médecine, qui sont infirmiers, qui sont kinés. On a envie d'aider les autres. On fait pas, c'est pas une démarche personnelle. C'est les échecs qui ont fait que je suis devenu probablement ce que je suis devenu aujourd'hui. Le manque de respect, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc déjà, viens me voir en face, manque de respect, puis on verra. Mais alors, manquer de respect vis-à-vis du personnel, tu vois, administratif, qui se casse en deux la tête pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien, que les gens soient satisfaits, ça, c'est un truc que je ne tolère pas. Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Ok. Salut Fred, comment ça va? Salut Thomas. Attends. Tac. Voilà. Ouais, il est fort. Qu'est-ce que t'es fort? Mais d'habitude, je me mets sur mon application, c'est plus stable en fait, sur l'app Zoom. Et là, t'es sur quoi là? Pas sur le navigateur parce que tu m'as envoyé que le lien, j'ai pas le numéro de la réunion. Mais c'est Ah, bon, mais t'aurais pu l'envoyer, bon, bah ça reste, c'est bon, ça passe, je suis à côté de la box là, ça devrait être bon. ça C'est bon, reste carré. nickel. Comment ça va Fred? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Bah ça va super, très bien, très très bien, Ça en ce début de passe bien. semaine. Ouais, Cool d'avoir la pris rentrée, ça s'est bien d'avoir pris passé. le temps. Ouais, carrément, ouais. Carrément. On prépare 2023 là, donc ça Ah bah oui, prend. c'est ça, là. Ça y est, on a toujours un temps d'avance, hein. Ouais, bah on essaye, hein. On Ouais, essaye. on court après le temps, hein. On est tous pareils, on est tous Ouais. pareils. Bon, bah Fred, je t'introduis sur ce magnifique podcast. T'en as pas fait beaucoup pour l'instant, mais je pense que Tu ça me va présentes, tu me présentes. C'est ouais, mieux que ouais, tu m'introduis. ouais, ça se dit aussi, hein, mais ça peut être pris à contresens, on va dire. Donc, pour tous ceux qui connaissent pas Fred, Fred, c'est un de mes confrères kinésithérapeutes, voilà, qui gère aujourd'hui l'organisme de formation Kiné au top et la page Instagram Kiné au top. Oui, oui, c'est lui qui gère tout, qui gère toute la page Instagram. Je dis pas de bêtises, hein, c'est toi qui Oui, fais c'est tout, hein. ça, Thomas, tout à fait. Donc, beaucoup, beaucoup de travail. Il y a aussi la page Facebook qui était bah, à ton nom avant, hein, d'ailleurs, si je dis pas de Oui, bêtises. ouais. Et Polo Euh, Top, j'avais jamais ouais. réussi à l'époque, je n'y connaissais rien dans les réseaux, donc j'avais ouvert une page à mon nom et puis j'ai jamais bien pu modifier le nom en laissant que Polo Top. Mais je crois que c'est quand même affiché Polo Top. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais enfin, ça marchait déjà très fort en soi en termes de suivi et tout. C'était assez ouf. Tu dis que tu Mhm. maîtrises pas bien les réseaux, on en reparlera tout à l'heure, mais je trouve que c'est pas vraiment le cas et c'est pas facile à ton âge. Alors, je dis pas que tu es vieux, mais à ton âge de maîtriser cet outil qui est en permanente évolution quand t'as pas grandi avec, c'est pas forcément très simple. Fred, je vais commencer par te poser une petite question qui n'est pas de te présenter, parce que je t'ai déjà présenté très brièvement. Je vais te poser une question qui est plus introspective et globale, on va dire. Toi, parmi tout ce que tu fais, vraiment, quel est ton but final? Pourquoi tu fais tout ça? Euh, je fais beaucoup de choses, donc c'est un petit peu compliqué, mais il y a plusieurs objectifs dans ma vie, je pense. Le premier, c'est de prendre en charge des patients, puisque c'est quand même la vocation initiale, comme la tienne, c'est d'essayer d'améliorer le quotidien des gens qui viennent nous consulter. Et puis la seconde, qui a toujours été ancrée en moi, c'est la transmission de la connaissance, la transmission et essayer d'aider des personnes, le compagnonnage, le fait de transmettre. Voilà. La transmission, c'est très important pour moi. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Ça peut se faire au cabinet avec des stagiaires. Ça peut se faire par l'intermédiaire de présentations qu'on fait dans des conférences, puisque c'est de la transmission aussi. Et puis, ça peut se faire par les réseaux sociaux. C'est des supports différents qui ont des modalités de présentation qui sont différentes, par l'intermédiaire d'articles aussi, de l'écriture. Tout ça, au final, c'est la même chose. C'est cette nécessité, cette envie et je pense même ce besoin de transmission.
Ok, alors tout ça, ça gravite autour de la kinésithérapie parce que c'est ton, Oui, ton champ d'expertise. exactement. Tu fais plein de trucs. Tu l'as dit, bon, t'es kiné déjà, tout simplement. Tu travailles vraiment au cabinet avec Mhm. un vrai planning. Tu es formateur pour des formations pour les Sur kinés. l'épaule. Oui, Ouais, tu formes aussi des gens qui viennent à des congrès qui peuvent être d'autres professionnels de santé, si je dis pas de bêtises. oui, tout Euh, à tu, fait. tu utilises les réseaux pour publier chaque jour des petits trucs éducatifs et pour transmettre, comme tu l'as dit. Donc, c'est une charge de travail qui est énorme. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est une charge de travail énorme. Comment t'es venu cette passion pour la kiné? Pourquoi tu t'es dit, je vais faire des études de kiné à l'époque? Je pense que ça a été plus une proposition d'un de mes doyens de faculté qui m'avait parlé de ça et qui m'avait dit ben, en fait, est-ce que tu connais la rééducation? Est-ce que tu connais la kiné? Je ne connaissais pas. Et puis, il m'a proposé d'aller voir le service du professeur Rodino à Paris. C'est un des grands maîtres de la médecine de rééducation. Et puis, j'ai vu des gens qui se faisaient rééduquer par des kinés sur un plateau technique. Et je me souviens parfaitement de cette image, c'était il y a longtemps, d'un kiné qui prenait la jambe d'un patient comme ça, en étirement des ischio-jambiers, tu vois. Et le patient était allongé sur la table. Et je ne sais même pas ce qu'il avait, le type, il devait avoir un problème au genou. Et il lui étirait les ischio-jambiers comme ça, en ayant sa jambe sur son épaule. Il étirait comme ça et il lui parlait en même temps. Et je crois que cette image, elle m'a marqué. C'est-à-dire que j'ai retrouvé une proximité avec les patients et quelque chose que je recherchais. Souvent, quand on rentre dans un métier de la santé, c'est quand même, globalement, on a une vocation d'aider les autres. C'est quand même le fond, le point commun des gens qui font de la médecine, qui sont infirmiers, qui sont kinés. On a envie d'aider les autres. On fait pas, c'est pas une démarche personnelle. Il y a toujours un petit fond de nécessité personnelle, mais il y a quand même cette nécessité de se tourner vers les autres. C'est pas tous les métiers hein, comme ça dans la vie. Hein. Donc, cette nécessité-là. Et j'ai retrouvé, par cette proximité avec le patient, ben, voilà, cette proximité, oui, ce lien qu'il peut y avoir entre un thérapeute et son patient. Et j'ai trouvé ça attirant au début. Donc, je suis rentré dans les études de kiné et tout de suite, ça m'a passionné, en fait. Tout de suite, tout de suite. J'ai aimé l'anatomie, j'ai aimé la biomécanique, j'ai adoré ça. Et puis, j'ai passé des heures et des heures à la bibliothèque de mon institut de formation à lire des choses que je ne comprenais absolument pas. Et donc, ça a été une quête permanente d'en savoir plus. Et du coup, tu as été diplômé en quelle année, toi, Fred? 98. Ok, magnifique, la Ouais. Coupe du Monde. Euh, est-ce Je me souviens, ouais. Ça, j'étais euh, dans ma chambre de bonne là, à l'époque. Je me souviens, ça devait être pareil. ouais, t'étais à Paris, toi. Hein. Ouais. Est-ce que quand tu es sorti de l'école, le terrain auquel tu t'es confronté vraiment sur le terrain hein, de la kinésithérapie était ce à quoi tu t'attendais ou est-ce que tu as été un peu déçu ou justement tu as trouvé ça plus dur que ce que tu pensais ou plus facile? Enfin, Moi, je me comment ça souviens s'est passé? bon, j'ai des images dans ma tête, mais je me souviens d'avoir été au taquet de vouloir commencer à bosser. Je crois que c'est les jeunes diplômés ont ce sentiment aussi. Ils ont hâte de commencer à bosser Ouais, juste tous, ouais, après le c'est diplôme sûr. 1, Ouais. de commencer à avoir ses premiers patients pour de vrai, de ne pas être stagiaire, de ne pas être stagiaire à l'hôpital, de commencer, bon, pour ceux qui commencent en cabinet en tous les cas. Et donc, j'ai été confronté à cela et très vite, j'ai été confronté à mes échecs. Ça a été quelque chose de très marquant pour moi parce que je pense que ça a orienté ce que je suis aujourd'hui. C'est les échecs qui ont fait que je suis devenu probablement ce que je suis devenu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment l'impression qu'en traitant une cheville, une entorse, une lombalgie même. Bon, je faisais des bons massages, les gens ils étaient super contents, j'y mettais de la bonne volonté. Je peux te dire que j'appuyais bien fort sur le dos, sur les spinaux. Tout le monde était content. Et puis, les fois où je traitais des épaules, en fait, j'aggravais les patients. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je ne comprenais pas pourquoi. Et comme j'avais commencé à lire des livres à la bibliothèque, notamment sur l'épaule, et que je ne comprenais pas, ben, j'ai commencé à me former là-dessus. Ça a été très tôt, ça. Parce qu'en parallèle de diplôme universitaire que j'ai fait d'ergonomie, de biomécanique, eh bien, je me suis orienté vers la formation continue, comme tous les consoeurs et les confrères. À l'époque, il y avait beaucoup de choses autour de la thérapie manuelle. J'ai des maîtres qui m'ont enseigné beaucoup de choses sur les levées de tension, sur les mobilisations articulaires. Et j'ai aussi, comment dire, bénéficié de l'enseignement de Raymond Soyer. Et Raymond Soyer, c'est un physiothérapeute belge qui a été un pionnier de la biomécanique, enfin, non, pardon, qui a été un pionnier des traitements de l'épaule avec une connotation biomécanique, mais qui était un peu
un peu flou à l'époque, parce qu'il n'y avait pas toutes ces connaissances, mais qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a permis une chose importante, c'est de réussir à avoir des effets positifs par ce que je faisais dans mes traitements. Et je crois que le fait d'être gratifié dans ces traitements, en tant que thérapeute, le fait de voir qu'on a une plus-value et qu'on peut améliorer les patients, ça, c'est, je pense, un moteur quand tu t'es engagé dans des études pour aider les autres, tu vois. Et ça peut prendre différentes formes, mais ça a été ça. J'avais fait de la neurologie aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a passionné euh, avec Jean-Pierre Bleton, qui est un des maîtres, un de mes maîtres en neurologie, qui m'a énormément appris en neurologie. Et voilà, c'est comme ça que je me suis au fur et à mesure orienté. C'était pas facile au début. Et j'ai eu des conflits avec des confrères aussi, très vite. Ça a été un truc qui m'a vraiment marqué. Je pense que c'est le métier qui veut ça. C'est un métier où les gens, ben, je voulais t'en parler justement après, mais les gens aiment bien se tirer dans les pattes un petit peu Ah parce ouais, que si t'as pas. Toi, tu as dit un truc la dernière fois, tu as dit que la kinésithérapie, c'était un art. Et je suis totalement. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois, parce que c'est un truc où tu peux pas suivre un protocole à 100%. Tu as forcément ta patte qui vient se mettre en jeu quand tu fais un traitement. Et du coup, ça en devient un peu artistique. Et on ne peut pas faire pareil que tout le monde. Et du coup, si tu n'acceptes pas que les autres fassent différemment de toi, bah, il y a peut-être un problème dans ta façon de voir les choses. Et il y a des gens, ça amène des conflits parce qu'ils ne sont pas contents que les autres ne fassent pas pareil. Bon, c'est un peu dommage. Euh, je pense qu'il y a cette notion-là. Et puis, il y a aussi la notion de personnes qui pensent faire mieux que les autres. C'était ça, en fait, le conflit que j'avais avec des personnes, une personne autour de moi qui me voyait arriver comme jeune diplômé. Inévitablement, j'avais rien du tout comme connaissance et j'ai jamais été prétentieux à ce moment-là. Je n'avais qu'une seule demande, c'était d'apprendre des autres. Tu vois, c'était vraiment, j'ai toujours été dans des cabinets où il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi pour justement, plutôt que de me dire, ben non, ils sont ringards, etc., de me dire, ben non, je vais apprendre d'eux, je vais apprendre leur expérience tout simplement. Et en toute humilité, de leur demander ce qu'ils pensaient de ça, je ne comprenais pas. Bon. Et puis, il y avait un type qui m'a pris en grippe pour des raisons qui sont un peu rigolotes. Mais du coup, voilà, ça a été mes premières histoires. Ça a été, et puis j'en suis même venu presque, tu vois, au fight, quoi, avec un autre confrère. Donc j'ai eu quand même des histoires comme ça. C'est peut-être pour ça que plus tard, en fait, j'ai fait des conciliations entre confrères. Je me demande si c'est pas à cause de ça. C'est qu'au départ, ça a été un peu fight, mes rapports avec certains kinésithérapeutes. Ouais, parce que tu as vécu le truc, mais alors ça recoupe pas mal de choses, tout ce que tu racontes, dans le sens où je me reconnais dans ce que tu dis quand j'ai commencé à travailler. Tu vois, moi, à l'époque, à l'IFMK, j'avais eu aucun cours sur l'épaule, mais genre vraiment zéro, zéro. Et quand j'ai commencé à bosser en libéral, je savais vraiment rien faire parce que je n'avais même pas vu en stage en fait. J'avais vu des épaules, des cas complètement incroyables à l'hôpital, mais j'avais pas vu d'épaules conflictuelles ou tu vois ce genre de choses très simples. Oui, oui. Des épaules raides, des épaules instables, j'avais jamais vu. Du coup, c'était très compliqué et j'ai commencé à me former comme toi. Et petit à petit, en fait, tu as toujours soif d'apprendre plus, 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 plus. Et tu es toujours un petit peu insatisfait de ce que tu as appris, sachant que l'apprentissage, bah, il ne s'arrête jamais, hein. C'est un processus qui est infini tant que tu es passionné. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est le fait que justement, tu avais du mal sur les épaules, tu as gravé les épaules, comme tu as dit au départ, qui a fait en sorte que tu t'es formé de plus en plus sur l'épaule et que tu es devenu meilleur et qu'au final, ta patientèle s'est orientée naturellement là-dessus? Ou est-ce que toi, tu t'es dit, non, je veux faire que de l'épaule, il n'y a que ça Ah qui non, j'ai m'intéresse jamais décidé ça. Mm. Enfin, pas comme ça au premier abord, mais ça s'est fait exactement comme tu le dis, Thomas. On a eu la même expérience. Quand tu as quelque chose qui marche pas dans la vie, soit tu t'en détournes, soit tu pousse dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ben, tu pratiques un sport, tu te prends que des tôles, tu dis, bon, ben, je vais changer, c'est pas possible, je vais faire autre chose. Ou alors, tu peux insister. Et dans ta démarche et dans ma démarche, c'était celle-là. C'est-à-dire qu'on connaissait rien, on comprenait rien, et on s'est dit, ben, on va aller essayer de puiser des choses pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'être meilleur. Je pense que si, après les premières formations que j'avais réalisées, j'avais continué à avoir des mauvais résultats dans mes traitements, il est probable que j'aurais laissé ça de côté et je serais allé vers quelque chose sur lequel j'avais plus de satisfaction, tu vois, plus de réussite. Et, euh, et le fait que très rapidement, tu peux améliorer des gens, très rapidement, tu peux voir les résultats parce que une épaule, ça guide tout un bras. Donc, tu vois, une amplitude qui monte mieux,
tout de suite, tu peux améliorer les personnes par des effets qui sont à court terme peut-être, mais tu as une satisfaction personnelle. Et je crois que ça a joué dans le fait que progressivement, en fait, j'ai aimé ça. Et en fait, très rapidement, alors que j'avais pas beaucoup d'expérience, hein, je devais avoir peut-être 2, 3 ans d'expérience, il y a un rhumatologue qui est un bon rhumato à Paris qui m'a fait confiance et qui m'orientait les patients qui m'orientait les patients pour des problématiques d'épaule en leur disant ben, allez voir le petit jeune là-bas, pour votre épaule, il est bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas ce que j'avais fait avant sur un de ces patients, mais en tous les cas, ça a apporté sur moi plus de patients. Et, ce que tu fais beaucoup, tu le fais en général un peu mieux. Tu vois, il y a un moment donné, il faut faire beaucoup pour bien faire. Ça ne tombe pas du ciel. Et ça, c'est dans toutes les disciplines. Tu peux pas, quand tu n'as pas fait beaucoup, tu ne peux pas être bon. C'est pas possible dans le sport, dans n'importe quoi. Et y compris dans nos métiers. En chirurgie, c'est pareil. Tu vois, dans les courbes d'apprentissage, on voit qu'un chirurgien qui fait beaucoup, bah, il a plus de facilité à mettre en œuvre une technique que quelqu'un qui ne fait pas beaucoup et il la met mieux en œuvre. Donc, plus tu fais, meilleur t'es quand tu te donnes les moyens d'être bon. Et du coup, bah voilà, ça s'est fait tout doucement. L'orientation spécifique vers l'épaule, ça s'est fait tout doucement. Et pendant longtemps, j'ai traité 2 choses différentes. J'ai beaucoup traité les cervicales aussi, puisque c'est assez en lien. J'étais dans un groupe de travail aussi sur les gens qui avaient des céphalées. Et ça me plaisait bien, ça. Et puis, à un moment donné, j'ai laissé. Et puis, j'ai fait que de l'épaule. Ah, c'est super intéressant ce que tu as dit parce qu'au final, ça résume ce que je dis tout le temps en formation quand les gens me disent mais comment tu as fait pour faire que de l'épaule? Moi aussi, je veux faire ça. Je leur dis mais j'ai pas vraiment choisi en fait, ça s'est fait naturellement. Et la seule différence que j'ai avec vous, je leur dis, c'est que j'ai eu beaucoup plus d'épaules entre les mains que vous parce que le contexte fait que j'ai eu plus de gens, du coup, j'ai plus d'expérience et forcément, c'est plus facile pour moi parce que quand on a eu plus, alors sauf si tu fais n'importe quoi, évidemment, mais quand on a eu plus, ton expertise prend de l'ampleur, on va dire, et tu t'affines avec le temps, comme tu as dit, Bien sûr. sur un sportif qui répète, qui répète, qui répète. C'est super important et c'est quelque chose que les gens oublient. Tu peux pas, même si tu as toutes les meilleures connaissances du monde sur l'épaule, disons, tu as lu toutes les études, tous les papiers, tu as écouté toutes les conférences, mais que tu n'as jamais eu un patient entre les mains qui avait mal à l'épaule, tu seras pas forcément bon, quoi. Donc, Cliniquement. ouais, exactement. Il faut faire le lien entre les deux et c'est super important de faire ça. Vraiment, c'est une clé. Est-ce que tu as eu un déclic, un moment dans ton parcours de formation post-diplôme? Tu as parlé de Soyer tout à l'heure et de ce moment où le rhumato t'a envoyé des gens, où vraiment ta vision sur l'épaule, elle a changé et tu as trouvé le truc voilà, le petit truc qui te débloquait pas mal de situations. Est-ce que Ah, tu as un souvenir de ça ou c'est venu vraiment petit à petit? ouais, j'ai ce souvenir dans mon premier cabinet, là où je m'étais fighté avec un des mecs, euh, d'avoir fait une mobilisation sur une épaule et d'avoir probablement ressenti un petit clic, tu vois, ou je ne sais pas quoi. Ben, comme dans l'épaule, puisque quand on fait ça, ça bouge, ça peut faire clac. Et le type allait mieux derrière. Et je me souviens avoir couru dans le cabinet pour aller taper à la porte d'un de mes confrères en lui disant j'ai recentré ma première épaule. Et c'est pour ça que je fais souvent des blagues là-dessus, tu vois, parce que quand je me moque en fait des kinés, je me moque de moi en réalité. Bien Et sûr. maintenant, je faisais un truc où il y avait un reel là sur Insta où il y avait une nana qui tapait sur l'épaule d'un mec et qui était toute contente pour lui, etc. Et je mets ta prof de thérapie manuelle quand tu as passé ta première lombaire. Et c'est vrai que mes enseignants me disaient, mais enfin, c'est rien, mobiliser, manipuler ou passer, je ne sais même plus quel terme on utilisait, manipuler une sacroiliaque, c'est rien du tout. Et moi, je disais, mais non, mais si, c'est vraiment ce que j'aimerais savoir faire, manipuler une sacroiliaque, tu vois. Et c'est vrai qu'après, quand tu découvres ce que c'est, mais je pense qu'il faut en passer par là comme ça, quand même. Il faut avoir appris, il faut avoir expérimenté pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas si important que ça. Mais je me souviens de ce graal absolu, de courir dans le cabinet. Je me vois en train de courir dans le cabinet, en train de dire à mon collègue, ça y est, j'ai recentré ma première épaule, je l'ai senti et mon patient, il va mieux. Donc bon, ça a été des déclics comme ça et il faut passer par ces phases d'apprentissage. Il y a 25 ans, on en connaissait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et on avait peut-être des croyances qui étaient beaucoup plus ancrées, qui étaient issues du fait qu'en France, il y a eu un gros apport de l'ostéopathie et une grosse influence de l'ostéopathie chez les kinésithérapeutes. Et donc, on a été très orienté thérapie manuelle, ce qui est une bonne chose. Mais aujourd'hui, voilà, on a plus de recul là-dessus et on sait à quel point cette thérapie manuelle, qui peut aider, n'est pas indispensable
et surtout pas pérenne. Mais c'était quand même assez rigolo à l'époque d'avoir ces croyances-là. Ouais, c'est Et marrant. Ouais, je pense que tout le monde va se reconnaître, même les jeunes étudiants kinés. Nous, c'était la talloc rurale. Faire une décoaptation talloc rurale, là, ah bah oui, ça c'est le top, ça. Putain, je me souviens, j'avais vu mes profs en train de faire ça. Là, il avait pris c'était le goal life, ouais. Ouais. voilà, là, tac, et tu claques, t'entends un bon claque, et le mec derrière dit oh putain, ça va mieux. Bah, tu m'étonnes que ça t'ait fait luxer la cheville. Donc, non, ça c'est vrai que c'est. Et puis, c'est des manipulations qui sont simples. Du coup, on Oui. les maîtrise vite. Et Ah, au début, tu galères quand même. Hein. Au début, tu galères à prendre tes prises et tout, mais oui, 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 tout à ouais, c'était fait. Le marrant. pied, je pense que c'est un truc qui n'est pas évident à maîtriser, hein. Ça fait partie peut-être des zones qui sont Mal comprise. ouais, mal comprises, Mm. mal maîtrisées. Peut-être qu'on pense que c'est facile, le mec, de toute façon, il réussira à marcher, à courir, mais ceux qui galèrent avec leurs chevilles, avec leurs pieds, ils ont du mal à trouver des personnes en face qui arrivent à les soulager et à les aider. C'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est une zone intéressante. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. J'ai pas creusé le sujet, mais je trouve ça carrément intéressant. Comment t'en arrives après tout ça, là? Bon, avec ton expérience voilà, qui s'affine au fur et à mesure, à te dire, bah, je vais peut-être essayer de former les gens qui étaient dans le besoin, comme moi j'étais au départ, pour avoir plus de connaissances, pour pouvoir justement transmettre ce que j'ai appris et faire quelque chose de pérenne dans le temps pour voilà, aider les autres, évidemment. Comment ça se passe? C'est quelqu'un qui te met sur les rails, c'est toi qui te dis, bah, vas-y, je vais me lancer dans la formation, c'est quelqu'un qui te contacte pour donner cours en IFMK. Comment ça se passe? Alors, tu sais, j'ai jamais eu de programmation dans ma vie. Tu vois, la planification, dans le sport, c'est important, mais alors dans ma vie, jamais rien planifié. En revanche, j'ai toujours considéré l'endroit où j'étais comme une étape, jamais comme un aboutissement. C'est comme ça, c'est mon état d'esprit. Et donc, j'ai toujours probablement essayé d'aller chercher l'étape suivante. Donc, la première étape quand tu es diplômé, c'est d'essayer d'être un thérapeute qui traite correctement, d'être le plus impliqué dans tes patients. Et j'ai vraiment, vraiment tout fait pour cela, pour essayer d'être un bon thérapeute comme l'immense majorité des professionnels de santé aujourd'hui et des kinésithérapeutes jeunes qui se forment en sortant de l'école pour être encore meilleurs parce qu'ils sentent qu'ils ont des lacunes et du coup, ils viennent et ils se forment. Et après, j'ai jamais eu la prétention de former mes consoeurs et mes confrères. Il a fallu qu'on me mette le pied à l'étrier. Je me souviens d'un de mes enseignants, un de mes maîtres, Gilles Barrette, qui m'avait euh, incité à faire une présentation et d'écrire un article. Ça faisait 3 ou 4 ans que j'étais diplômé. Donc, juste, j'avais zéro légitimité et je fais une présentation à une conférence, juste je me pisse dessus tellement je flippe. Et il m'a dit, t'inquiète pas, c'est comme ça que tu vas apprendre. Et donc je fais une présentation sur la bord de l'épaule par la scapula déjà à l'époque. Et puis voilà, c'est une première expérience. Et puis longtemps plus tard, peut-être que j'ai fait d'autres présentations après, je ne sais plus, mais longtemps après, j'avais au moins 8 ou 9 ans d'expérience. J'avais, je pense, même plus, peut-être 10 ans d'expérience. On m'appelle pour me dire, Fred, voilà, est-ce que tu voudrais bien faire une formation sur l'épaule? Je dis, ben non, mais moi, je ne sais pas faire. Et en revanche, je peux te présenter des gens qui savent très bien faire. Non, 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 essaye-toi, ce serait bien, etc. Je dis, mais moi, je n'ai pas de légitimité pour faire ça. Et j'ai eu longtemps ce syndrome un peu de l'imposteur qui m'a toujours poussé à aller plus loin du coup. Parce que je me disais, j'ai pas de légitimité. Le mec qui m'appelle, bon d'accord, je soigne bien mes patients au cabinet, mais quelle légitimité j'ai à former d'autres consoeurs, d'autres confrères? Je ne sais même pas si j'avais publié des trucs déjà à l'époque, si j'avais écrit quelques papiers, je ne sais pas. Et du coup, ben, c'est ça. C'est quelqu'un qui m'a foutu le coup de pied au cul au départ pour faire une présentation en conférence et d'autres personnes qui m'ont sollicité, qui ont insisté pour que je fasse ça. Et au fur et à mesure, ben, ça s'est fait comme cela. Puis après, voilà, les formations, enseigner, c'est un autre métier. C'est pas la même chose. On peut être un très bon enseignant et un piètre clinicien et vice-versa. Et on pouvait parfois être les deux. Moi, j'ai eu des enseignants qui étaient des grands chercheurs en chirurgie et chaque fois que j'avais leurs épaules entre les mains, c'était des grosses galères parce que j'avais l'impression que, en termes d'opération, c'était pas tout à fait ça, quoi. Et pourtant, c'était des cadors en communication, des cadors en recherche. Et voilà. Donc moi, je suis plutôt d'abord passé par la clinique comme tous les kinés.
Enfin, je crois, hein. En tous les cas, c'est à mon avis le chemin classique. Et puis après, la clinique m'a amené vers la transmission, mais ça a été une demande extérieure. J'ai jamais senti la légitimité pour y aller, au départ, en tous les cas, volontairement. Et j'ai beaucoup, beaucoup flippé. Tu sais, encore aujourd'hui, hein, c'est un truc de dingue, hein. Là, cette semaine, j'ai fait 2 cauchemars sur des formations, tu vois, avec toute l'expérience que j'ai. J'ai Même. rêvé, là, le dernier cauchemar que j'ai fait, c'était la semaine dernière, en fin de semaine, que je sortais d'une formation et que tous les mecs me couraient après, tous les mecs de la formation, en me disant, c'était nul, on va être remboursé. J'étais dans ma bagnole, genre les portes fermées, les mecs, ils me bastonnaient sur la voiture comme ça. Tu vois, les cauchemars de malade. Donc, je crois que ça, c'est quand même un truc qui est ancré en moi. Ah, c'est excellent parce que les gens vont dire que je suis un copieur, mais c'est la première fois cette nuit que je fais un cauchemar sur une formation. J'ai rêvé que j'en faisais deux en même temps. Ah oui, ça, c'est Euh, compliqué. un niveau 1, un niveau 2 dans deux salles à côté et qu'au final, mon ordi ne marchait pas et qu'il y avait un groupe qui attendait pendant 1 heure et il commençait à taper sur la table et tout. Et j'étais non, j'ai pété un câble. J'avais Euh, vu Rémi, il m'avait dit ça, Rémi Langot, Rémi Physiosport, il donnait son cours alors qu'il a une sacrée expérience en prépa physique, tu vois. hmm, Et il disait que voilà, ça lui apportait beaucoup de stress de donner des cours et de la formation. J'ai quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, qui m'a aidé parce que je me souviens d'un cours que j'avais donné. J'étais à Toulouse, je m'en souviens parfaitement. Et il y avait un mec qui était en face de moi pendant tout le cours. Il était comme ça, tu vois, il fermait les yeux comme ça. Je dis, putain, celui-là, il n'est pas content de ce que je raconte. Tu vois, il y avait un groupe qui était là et j'étais focalisé sur le mec qui avait cette tête-là. Au final, le mec, il avait adoré le cours. Juste, je m'étais focalisé sur un visage qui avait l'air de me montrer qu'il n'était pas satisfait, alors que ce n'était absolument pas le cas. Donc, on est, je crois, toujours en remise en question quand on est face à un public. Et je crois que c'est une nécessité absolue. Si bien la sûr. personne qui arrive les mains dans les poches et qui est sûre qu'elle va convaincre les gens qui sont en face d'elle, bah, au final, elle va faire de la merde, hein. Hmm. Moi, j'y crois pas à ça, hein. Moi, Bah, je crois qu'il faut après, douter. ouais, bien sûr. Après, au fur et à mesure, tu as quand même plus d'aisance. Bah, évidemment. Évidemment, tu vois, moi, si je compare quand, quand mon pote Jean-Philippe, qui est actuellement kiné au FC Nantes, là, m'a proposé de donner mon premier cours, c'était en 2017 ou 2018. Franchement, j'ai très, 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 très mal dormi. Je suis arrivé, chemise boutonnée jusque-là, machin. J'étais vraiment en panique. Et aujourd'hui, voilà, je me prends plus trop la tête avant. À chaque fois, je relis mon cours, je le remodifie la veille pour être sûr que je le connais par cœur et que je sais comment adapter si jamais. Le truc, je l'ai fait beaucoup trop de fois, donc je le connais déjà par cœur, mais je veux être sûr Voilà, quand même que la c'est ça, qualité va être là. Mais c'est quand même plus facile après. bien sûr. Il faut pas se Bah, mentir, c'est pareil. Il comme y a de dans tout. l'expérience là-dessus. Ouais. Tu peux avoir le stress d'avant, c'est normal. Et après, on le gère d'une façon ou d'une autre. Tu vois, tu relis tes cours, etc. Tu peux aller faire une séance de sport. Tu peux, je ne sais pas, te coucher tôt ou j'en sais rien ce que tu peux faire. Mais après, c'est sûr que quand tu es dans le truc, tu maîtrises le sujet, quoi. Ah Tu bah vois. oui, c'est clair. Ouais. Mais j'en arrive parfois encore à me dire, il y en a qui vont me challenger. Tu vois. Et je pense que Mais c'est important. tant mieux, bien sûr. Ouais, ouais, Je bah, pense que c'est carrément. Ouais. important. Sinon, c'est vite, vite lassant. Et alors, c'est pas pour te passer la pommade, mais moi, je trouve que parmi tous les formateurs que j'ai eus, francophones du moins, tu es le plus pédagogue. Vraiment, pour moi, tu es un modèle de pédagogie vis-à-vis des formations kiné, parce que c'est difficile en plus, parce que tu t'adresses à des gens qui ont, toute proportion gardée, le même niveau que toi d'un point de vue travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'adresses pas à des étudiants où tu as forcément un petit peu cet argument d'autorité qui fait que toi, tu es diplômé, etc. Là, tu t'adresses à des gens qui sont au même niveau que toi. Enfin, moi, quand je donne cours, je prends les gens au même niveau que moi. Et c'est pas forcément facile de bien se placer. Et toi, tu as une pédagogie qui est juste exceptionnelle là-dessus. Et c'est ce qui ressort de toute façon de toutes tes formations. Les gens sont archi satisfaits. Ça, c'est voilà, on peut pas le nier. Donc, pour moi, tu es vraiment un modèle de pédagogie. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est naturel, ça, chez toi, ou est-ce que tu as travaillé un petit peu dessus pour voilà, bien transmettre? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, avoir les meilleures connaissances du monde, c'est bien, mais il faut savoir les transmettre, et ça, c'est pas forcément facile. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression que ce qui se dégage le plus là, de, de mon cours, du cours que je donne, des cours, c'est cette notion de pédagogie et de transmission. Je crois que ça vient de choses qui ont toujours existé. Je me suis occupé de ma plus jeune sœur dans son éducation scolaire.
Et donc, ça, c'est la transmission. Je faisais ses devoirs avec elle, etc., hein, j'étais le grand frère. Et du coup, ça a commencé là. Et après, j'ai eu des guides, en fait, hein. Moi, je suis rentré aussi dans le syndicalisme, hein, quand je suis rentré dans la kinésithérapie. Et le syndicalisme, c'est réussir à convaincre les gens aussi de l'utilité de ce que tu fais. Et j'ai appris, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment accompagné, qui m'ont guidé et qui m'ont appris à communiquer mieux, parce que c'est de la communication. Avoir une pensée claire, pensée structurée, synthétiser les choses, ne pas partir dans tous les sens. Quand tu veux faire du syndicalisme ou autre chose, tu dois parfois sortir un slogan, tu vois, donc tu dois sortir une phrase qui va résumer une pensée. Et ça, c'est un entraînement. C'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure du temps. J'ai lu aussi là-dessus, mais j'ai jamais été formé en sciences de l'éducation. Ça m'a toujours fait un petit peu rire cela parce que tous mes collègues qui faisaient des sciences de l'éducation et qui étaient kinésithérapeutes, ben, à chaque fois qu'on passait les uns après les autres, j'avais l'impression d'être plus à l'aise qu'eux en transmission. Et donc, j'ai toujours eu un peu peur de brider ce côté naturel que j'avais par une connaissance théorique qui allait un peu flouter. Donc, je remets toujours en question ces notions-là. Et mon cours, là, le prochain que je vais donner la semaine prochaine, ou cette semaine, je ne sais plus, est est vraiment modifié sur la première journée par rapport à ce que j'ai toujours donné. Parce que je suis en permanence en train de me dire comment est-ce que je peux mieux transmettre. Le contenu, il évolue évidemment, mais un peu. Il faut arrêter de penser que tu vas lire des études tous les jours et que ça va transformer le fond de ton contenu. Si j'avais fait un contenu de bonne qualité, je dis bien de bonne qualité, il y a 15 ans, et un contenu de bonne qualité aujourd'hui, en réalité, il n'est pas si éloigné que ça. C'est peut-être qu'il y a 15 ans, je faisais un contenu de pas si bonne qualité que ça. Donc, il est différent de celui d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce qui va changer dans un cours, c'est les modalités de transmission. Et j'apprends même de mes collègues formateurs. C'est ça qui est intéressant. Je parle avec les personnes qui donnent des cours à Kinotop, qui ont des modalités différentes, comment ils organisent leurs cours. J'apprends de gens qui sont bien plus jeunes que moi et qui ont des techniques pédagogiques, andragogiques, qui sont parfois que j'arrive à capter. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant, je vais essayer de l'inclure dans mon cours. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois permanent et puis et à la fois un apprentissage permanent. Moi, je suis complètement d'accord. Je reste persuadé quand même que sur ce côté pédagogie, il y a une certaine aisance naturelle qui est présente ou qui n'est pas présente. Bien Tu sûr, vois, je suis d'accord c'est avec quelque toi, chose Thomas. qui vient naturellement et c'est beaucoup lié à ton éducation. Tu vois, moi, je sais que c'est quelque chose qu'on me dit aussi, que je suis assez pédagogue, que je m'exprime bien, que Tout à fait. j'amène C'est bien ce les qui choses. ressort de toi. Souvent, on Ouais, me le dit et ben, aussi, que tu es très pédagogue. magnifique. Je pense que c'est parce que ma mère est prof, tu vois, Ah bah tu vois. et que ça Ouais. aide Ouais. forcément. Oui. Parce qu'elle m'a appris, voilà, quand tes parents sont profs, forcément, ils ont un amour pour la pédagogie qui est là et quand ils t'élèvent, ils amènent ça dedans. Donc c'est sûr que ça aide. Et alors, Ça il y a laisse autre des chose. traces. Ouais, c'est ça. Il y a autre chose, c'est que tu vois, moi, je me suis énormément formé il n'y a pas si longtemps que ça, au final, parce que je suis diplômé de 2016, donc ça, c'est pas non plus très, très vieux, et que je sais ce qui est pertinent en formation en termes de déroulé de cours, etc. Quand il y a trop de théorie, c'est chiant, on va pas se mentir. Quand il y a que de la pratique, c'est fatigant. Tu te disperses vite quand tu es en train d'écouter le cours, etc. Tu fais que de la pratique, tu commences à plus être très concentré, etc. Donc, il faut essayer de tourner, il faut essayer de structurer le cours d'une certaine façon, de toujours rendre les gens impliqués, de leur poser des questions, etc. Mais encore une fois, il faut avoir de l'expérience en tant que formé pour être un bon formateur aussi, je trouve. Ah oui, je pense aussi, il faut être de toutes les façons des deux côtés. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, c'est important, sachant que notre regard est subjectif et ce que l'on attend, Bien nous, en sûr, tant qu'individus bien d'une sûr. formation, n'est pas la même chose que les autres. Non, mais c'est Et sûr. sur un groupe, tu as toujours des gens qui vont trouver qu'il y avait peut-être un peu trop de ça ou pas assez de ça. Mm. Et puis, tu regardes la majorité et tu vois un petit peu ce qui se dégage. Bien sûr, bah nous, tu vois, à la fin de toutes nos formations, on demande surtout de remplir le questionnaire à chaud, là, où tu demandes ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. On leur demande surtout de mettre des critiques négatives, mais objectives.
pour qu'on essaye d'améliorer au mieux les cours d'après, parce que les critiques positives, c'est très important, c'est sûr, ça fait plaisir. C'est Tu es du content, bien. tu te dis, ah, bah, ça, j'ai bien réussi, mais les critiques négatives, ça t'aide quand même à construire le reste, donc je pense que c'est Exactement. important. Si on en revient justement à cette structuration des cours, là, comment tu en es arrivé à créer l'organisme de formation qui est au top? Je ne sais pas si tu es tout seul dedans aujourd'hui ou pas, si tu es toujours avec… ouais. Non, non, enfin, je ne suis pas tout seul. Il y a plein de Non, mais formateurs en autour de tant que moi. gérant. Non, bien sûr, mais en tant que gérant de En l'organisme. tant que gérant, je suis seul à OK. Kinéo. Comment tu en es arrivé à créer cet organisme Cet de organisme. formation? Alors, c'est Euh, passé par l'épaulotope. L'épaulotope, c'est quelque chose que j'ai créé avec un chirurgien qui s'appelle Geoffroy Nourrissin, qui est C'était venu ça, tout simplement d'une j'étais pas idée. sûr. Ouais. Hein. J'étais pas sûr que justement tu étais tout seul dessus sur le. Vu qu'il y avait Geoffroy, j'étais pas sûr que. Alors, en fait, oui, parce que alors, l'épaulotope, c'est quoi? C'est rien à la base. L'épaulotope, c'est juste avec Geoffroy, on se dit, tiens, il n'y a plus de conférences le soir à Paris, c'est chiant. Il n'y a plus de pas de conférences de PU, tu vois, de trucs de groupe où on se réunit le soir pour parler d'épaule. Bon, eh ben, on va relancer ça. Et puis, voilà, au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Et puis, on se dit, comment on va l'appeler? Épaule, épaule quoi? Épaule ceci, épaule course, shoulder, ceci. Bon, il y avait plein de mots. Épaule au top. Top quoi? Traitement, opération, prévention. Ouais, c'est bien, ça claque bien, épaule au top. Euh, et puis, on fait ces cycles-là. Et puis, ça prend de l'ampleur. On a besoin d'argent pour organiser ça parce qu'on souhaite le diffuser largement et que ce ne soit pas payant pour les gens. Sauf qu'il faut commencer à louer des salles et que chaque conférence qu'on fait et que je n'ai pas envie d'envoyer des kinés dans des salles de merde, dans des sous-sols. Et je me dis, non, il n'y a pas de raison que quand je vais dans des conférences de chirurgiens, ils sont dans des beaux endroits et que nous, à chaque fois, on a l'impression qu'on va dans des caves. Donc, je veux qu'on aille dans des beaux endroits, qui soient accueillants, et qui aient une bouffe correcte et qu'on ne soit pas avec des chips et des verres en plastique. Donc, c'est l'envie que j'ai de proposer quelque chose de bien pour mes consoeurs et mes confrères. Et, sauf que ça coûte de l'argent. Donc, j'appelle mes collègues. C'est l'intérêt d'avoir eu une vie associative avant. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de gens en kinésithérapie. Je connais beaucoup de gens dans les syndicats, beaucoup de gens dans les associations et beaucoup de gens dans les organismes de formation parce que je n'ai pas été un individualiste. J'ai été dans le milieu associatif. Et du coup, je passe des coups de fil. Tu peux m'aider, tu peux me filer un peu de rond. Ceci, on va faire une soirée. Il nous faut plusieurs milliers d'euros à chaque conférence. Et le truc se crée comme ça. Et en fait, au début, on se dit, mais merde, attends, c'est chiant parce que l'hôtel, il nous demande de l'argent à nous et l'association, ils ne veulent pas de l'argent de telle association, il faut que ce soit nous qui faisons un chèque directement. On récupère de l'argent des gens, on le reverse à l'hôtel, bref, ça passe par nos comptes. C'est un gros bordel, donc il faut qu'on structure le truc épaule au top. Qu'est-ce qu'on fait? Une association, une société, on fait une SA, une société. On aurait pu faire une association et on le crée avec Geoffroy, tout simplement pour collecter des fonds pour nos conférences, en fait. C'est juste ça. Et pour que ça fasse un, un site d'accueil de l'argent qui rentre pour nous permettre derrière, même si on renfloue nous toujours un petit peu, mais ça nous fait plaisir, pour nous permettre derrière de réaliser ces conférences. Et puis ces conférences, plus ça va, plus il y a du monde qui veut y venir. Puis on est dans des salles de 300, 350 personnes et il n'y a plus assez de place. Et du coup, on se dit, eh bien, on va retransmettre ça. Il y a quelqu'un qui me dit un soir, tu ne peux pas faire un Facebook Live. Je ne sais même pas ce que ça veut dire parce que j'avais ouvert une page Facebook et je ne savais même pas ce que c'était un Facebook Live. Donc, il m'explique, je dis, bon, ben, on va essayer. Je commence à faire le truc, ça part en fusée, énormément de retours, énormément de vues. Et là, je me dis, il y a un truc qu'on peut faire avec ces réseaux sociaux, c'est qu'on peut ouvrir à encore plus de monde. Donc, on a commencé à faire ces trucs-là il y a, je ne sais pas, 7 ans peut-être, un truc comme ça. Et du coup, bon, on fait épaule au top, épaule au top. Et puis, dans le même temps, j'ai des collègues qui m'appellent et qui me disent, Fred, tu ne veux pas faire un truc genou au top, etc. Je dis, mais quel genou au top? Je ne connais rien au genou. Je ne peux rien faire de ça. Non, mais tu vois, on pourrait faire un truc avec d'autres. Et puis, ça trotte dans ma tête. Et je me dis, peut-être qu'on peut essayer de faire une offre de formation, des conférences où il n'y a pas que l'épaule, parce qu'on avait fait le tour un petit peu. Et c'est là que je crée Kinéo Top. J'avais aucune envie de le faire, aucune projection de le faire. Je ne voulais pas du tout rentrer dans la création d'un organisme de formation.
Je me disais, non, je suis confort dans ce que je fais, je suis confort, je suis confort. Je préfère être formateur pour les autres, c'est confortable, c'est confortable. Eh ben, j'aime pas cette histoire-là de sortir de sa zone de confort qu'on n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux. Ça me casse les couilles, ces expressions. Mais en réalité, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, je suis bien comme je suis peinard, ça marche bien. Les gens viennent me voir en formation, les conférences sont vraiment bien parce que les gens viennent et ça se passe bien. Et puis, on diffuse ça un peu partout en France aussi. On va dans des C'était en lieux. quelle année ça? De quoi? Que tu t'es dit, Avec bah, Inotop. ouais, Eh ben, il y a 2 ans. ok. Voilà, il y a 2 ans à peu près, ouais, c'est ça. À peu près Alors, non, il y a peut-être 3 ans, l'idée m'est venue à l'esprit, quoi, tu vois. Hmm. Et du coup, il y a 3 ans, l'idée me vient à l'esprit. Euh, mais très vite, ça se fait, du coup. Alors, après, moi, quand ça se déclenche, ça va vite. C'est-à-dire que j'ai l'idée, le truc est là, je le structure vite et très vite ça monte en fait. Donc voilà, je constitue Kinéotop et ce qui m'a vraiment fait énormément plaisir, c'est que des collègues m'appellent pour travailler avec moi et pour travailler dans cet organisme-là qui était tout nouveau. Ils auraient pu se dire, oh, on ne sait pas, c'est nouveau, etc. Mais j'ai beaucoup de gens, et aujourd'hui, on est une vingtaine de formateurs, qui est plus que 20, qui proposent des cours à Kinéotop dans plein de domaines différents. Donc ça, c'est vraiment une vraie satisfaction. Je suis très content de ça. Voilà, ça, je suis très content de ce que j'ai entrepris. Comment tu le gères aujourd'hui, cet organisme de formation? Combien de temps ça te prend? Beaucoup. Comment tu arrives à gérer bah, toutes ces personnes au final? Beaucoup. Alors, il y a des gens à temps plein qui travaillent à Kinéotop aujourd'hui, hein, qui sont dans toute la partie administrative. Il y a un salarié et demi à temps plein. Et ça, enfin, je veux dire, c'est juste, ça, c'est le chien de ma voisine. Dès qu'il sort, et il hurle. Pas de Euh, souci, on aime les animaux ici. mais je ne sais pas pourquoi. Il fait ça avec elle, mais il ne fait pas ça avec son mari. Et du coup, il y a une personne et demie à temps plein et qui me supplée sur toute la partie administrative. Moi, j'adore toute la partie pédagogique. Donc, quand des collègues me demandent, Jean-Baptiste, tiens, tu peux voir, là, il m'a envoyé des slides sur la hanche, tu vois, en me disant, tiens, Fred, tu peux regarder ça. Déjà, ça m'intéresse. Et en plus, j'essaye de structurer avec eux le raisonnement, s'ils ont besoin de moi, en tous les cas. Hein. Moi, je suis là pour ça aussi. Donc, ça me prend beaucoup de temps, effectivement. Beaucoup de temps. Et c'est dur de trouver l'articulation avec les Ouais, bah oui, c'est ça. cabinets. Ça, bon, je pense comme toi. Hein, moi, je suis un mec qui travaille 7 sur 7. Hein, il n'y a pas de week-end. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je travaille quand j'ai Ça c'est besoin sûr. de bosser. Voilà, je Et travaille quand j'ai besoin de bosser. Et il n'y comment, a pas de... comment tu t'organises si tu devais voilà, montrer enfin, une semaine type d'organisation autour de ça, sachant que tu bosses à côté au CAB, encore une fois, Oui, comment tu fais? oui. Ah ben, écoute, ça commence tôt le matin. Je check tout de suite les mails, je check les trucs sur les réseaux. Dès que j'ai une idée de réseau, alors moi, ça se passe beaucoup dans ma douche. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis longtemps, dès que je passe un coup de jet d'eau sur ma tête, j'ai des idées qui fusent. Je ne sais pas d'où ça vient, mais du coup, j'ai un bloc-notes juste à côté de ma douche et qui est tout mouillé, tout froissé. C'est-à-dire que je prends des notes en sortant de ma douche. Et ça vient comme ça. Du coup, je prends mes notes, je construis. J'ai plein de notes dans mon téléphone, des choses qui sont à faire. D'ailleurs, ceux qui ont participé au cours avec moi savent que régulièrement, je dis quelque chose et je me dis, tiens, hop, attends, je le note parce que c'est une idée qui arrive. Et après, je la traite ultérieurement. J'ai les patients au cabinet. Donc, le lundi, en général, je suis au cabinet. En général, le mardi, mercredi, je suis en formation où ce sont des jours qui sont dédiés à la production. Là, tu vois, par exemple, j'ai encore retiré une demi-journée de mon planning de cabinet pour les prochains mois pour écrire le livre que je dois écrire sur l'épaule avec Geoffroy parce qu'on a du mal à avancer. Donc, j'ai retiré une demi-journée. Et puis le week-end, ben, c'est soit je reporte des formations parce que la semaine, j'ai dû faire d'autres choses, je les reporte le week-end, mais ça, je le fais de moins en moins. Le samedi, dimanche, j'aime de moins en moins être en cours, en fait. Le samedi, dimanche, je préfère avoir quand même un temps qui, même s'il n'est pas libre à 100%, est un temps quand même où je peux me dire que j'ai autre chose à faire que des choses contraintes, ou d'être en voyage, ou d'être dans les trains, etc. Et du coup, c'est du 7 sur 7 au final.
C'est du 7 sur 7. C'est de la gestion permanente avec les outils que tu connais, d'ordinateur, de téléphone, à gérer beaucoup de mails, beaucoup de demandes, beaucoup de retours sur les formations que je dispense et puis d'organisation. Mais heureusement, j'ai un pôle administratif qui est très, très solide et Effectivement, très un carré. secrétariat très efficace. Ouais, mais ça, c'est un truc hyper important parce que si j'ai pas ça derrière, c'est impossible pour moi. C'est impossible. C'est à la fois le rouage essentiel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se permettent de faire des commentaires, mais je les dégage tout de suite. Des gens qui sont mal polis ou qui disent non, 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 ils m'ont pas répondu. Ceci. Bon, ceux-là, ils dégagent direct. Le manque de respect, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc déjà, viens me voir en face, manque de respect, puis on verra. Mais alors, manquer de respect vis-à-vis des personnels, vis-à-vis du personnel, tu vois, administratif, qui se casse en deux la tête pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien, que les gens soient satisfaits, ça, c'est un truc que je ne tolère pas. Et du coup, voilà, j'ai ces piliers-là qui sont importants et qui ont permis à Kinéotop d'être là où c'est aujourd'hui. C'est-à-dire un organisme qui, tu vois, je ne sais pas combien de dizaines de formations auront été dispensées en 2022. Et là, en octobre, novembre, en novembre, il y a une semaine, il y a une semaine en novembre où il y a 15, sur une ou deux semaines, il y a 15 formations en même temps. 15 formations dans toute la Félicitations. France. C'est Félicitations. énorme, tu vois. Mm. Et des formations qui sont confirmées, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'est quand même une gestion colossale que je ne peux absolument pas porter sur mes épaules. Bah, c'est sûr, mais c'est beaucoup de pression, beaucoup d'attentes justement des gens qui t'envoient des mails, qui te relancent. Il y a des gens qui ne sont pas débrouillards en vrai. Ils vont te demander où est-ce qu'a lieu la formation alors que c'est écrit sur la convention. Enfin bon, bref. Ah ouais, non, mais Euh, à la grande rigolade, la semaine dernière, j'ai une collègue, il y avait une formation dyspraxie à Paris, et j'arrive au cabinet le matin et je vois une collègue qui regarde ma plaque, je dis, vous avez rendez-vous? Elle me dit, ben non, je viens pour la formation. Elle n'avait pas vu que le lieu de la formation, c'était pas mon ah ouais, cabinet. c'est incroyable ça. Bon, Ouais. écoute, c'est des petits trucs qui sont rigolos, et puis, mais c'est des choses importantes effectivement à gérer. Et moi, dans le même temps, tu vois, je suis formateur aussi, et je donne beaucoup, beaucoup de cours. Beaucoup. Donc, moi, mon focus, c'est sur ce que je donne Hmm. à titre personnel. Ça, pour moi, c'est ma priorité. Je veux que mon cours soit toujours nickel. Et puis, donc, forcément, pour développer le reste à côté, ben, voilà, il me faut de l'aide. Il me faut un pôle administratif important. Ouais, c'est sûr que tu peux Voilà. pas, enfin, à ce niveau-là, tu peux pas faire tout seul, c'est pas Non, possible. c'est impossible. Impossible. Comment tu fais pour, en plus de tout ça, on n'en a pas parlé, enfin, on en a parlé brièvement au départ, mais pour gérer les réseaux sociaux, sachant que ça t'envoie Oui. des notifications tout le temps. Oui. Moi, Je sais pas. je mets pas de notification, Oui, moi. ben, moi non plus, hein. Voilà. J'invite tous les créateurs de contenu, peu importe votre amplitude de contenu créé, à ne pas mettre de notifications, sinon ça va être vite l'enfer. Comment tu gères ça pour publier tous les jours? Parce qu'au final, tu publies tous les jours. Enfin, Pas tous les jours, mais ouais, régulièrement, ouais. ouais, Comment je gère ça? tu publies très Écoute, régulièrement. Ouais. je, euh, je- alors, quand je suis arrivé sur Instagram, je m'étais interdit d'aller sur Instagram. Alors, D'accord? je fais une parenthèse. Je pense que Oui. tu es le compte avec la croissance la plus rapide que j'ai vue sur Instagram sans parler de toi, sans utiliser tous ces codes des réseaux sociaux Ah oui, qui font oui, grossir, tu vois. Au final, il y a pas enfin, on sait que c'est toi. Enfin, moi, je sais que c'est toi. Il y a peut-être des gens qui savent pas que c'est toi derrière le compte. oui, C'est possible. complètement. Il n'y a pas C'est ta pas tête tout le temps. Non. Et il Ma est, tête jamais sur des posts, c'est rarissime ouais, c'est quand il y en très a. rare. Ouais, sur les posts, non. Il y a sur les posts, non. Et tout de suite, il y a eu de la croissance rapide parce qu'il n'est pas vieux le Alors, la compte, hein, si je dis croissance pas de bêtises. rapide, Thomas, ça c'est aussi parce que, et c'est Greg, Major Mouvement, qui m'a expliqué ça, c'est qu'en fait, j'ai eu un transfert aussi de Facebook. Ouais, Parce que, moi, franchement, j'y crois pas trop. En vrai, j'y crois pas trop. ah bon, d'accord. C'est pas Bon, les mêmes alors, personnes. Hmm. c'est pas les mêmes personnes. Alors, en tous les cas, c'est pas les mêmes tranches d'âge, Ouais, etc. Mais c'est ça que je te dis. Ouais. Hmm. il y a peut-être un petit fond commun. Petit, En mais tous les cas, t'as tellement d'abonnés que c'est un pourcentage faible. d'accord. Alors, ben, tant mieux. En tous les cas, mon objectif,
c'est d'avoir Alors, je m'étais refusé d'aller sur Insta et je comprends pourquoi aujourd'hui. Parce que globalement, tu as quand même sur un fil Insta, même si tu choisis tes pages, beaucoup de merde quand même, beaucoup de déchets, hein. Et ça m'a, pendant plusieurs mois, je suis quasiment sur lobotomisé. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai été non productif à cause de ce nouveau réseau social. Je m'étais mis dessus, je me souviens, un 1er mai, c'était la fête du travail. Et du coup, après, je suis parti en vacances et tous mes potes m'ont dit, Fred, tu es vraiment relou, tu es tout le temps sur ton téléphone, tu es tout le temps. Je dis, ouais, mais écoute, je suis en train de créer un truc Insta, etc. Et en fait, je l'ai fait aussi un petit peu. Donc, déjà parce que je crée Kinéotop. Donc, j'ai créé le compte Insta donc, en mai, pas de cette année, de l'année d'avant. D'accord? Donc, ça fait 1 an et demi. Ça fera 2 ans. Au mois de mai 2023, ça fera 2 ans que le compte est créé. Et du coup, je l'ai créé un peu après avoir créé Kinéotop, c'était en janvier administrativement. Kinéotop, les premières formations arrivaient à peu près en mai. J'ai dit, bon, il faut que je mette sur Insta pour montrer un petit peu cet organisme. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui vont travailler avec moi. Parce qu'il faut que je les mette en visibilité. Ceux qui n'en avaient pas suffisamment, je dois aller rechercher le plus de visibilité possible pour remplir les cours de mecs qui vont proposer des choses sur la cheville, des choses sur en euros, etc. J'ai besoin parce que là, on arrive sur une autre dimension, c'est que l'organisme de formation travaille pour tous les gens qui proposent des formations. Donc, je ne suis plus sur une individualité, à avoir une visibilité que d'ailleurs, je n'ai pas vraiment recherché à la base. Elle s'est faite, et Polotop, ça s'est fait comme ça. Je ne l'ai pas cherché, cette visibilité, et je l'ai constatée, et derrière, je me suis dit, tiens, on peut s'en servir pour faire d'autres choses. Mais là, pour Kinotop, c'est autrement que ça s'est passé. Il y a vraiment eu une volonté de ma part d'ouvrir le potentiel de visibilité de l'organisme et de ce qu'on proposait à plus de monde. Et donc, Instagram devenait incontournable pour ça. Je me suis dit que ça devenait incontournable. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais je crois que c'est incontournable, hein. Et du coup, j'ai créé ce compte-là. Et mon objectif, c'est que ce soit un compte qui ne soit pas grand public, tu vois. Et donc, ça ne grossira pas au détriment de ma cible. Ma cible, c'est les kinésithérapeutes et les professionnels de santé. Donc, inévitablement, elle est plus restreinte qu'un compte grand public. Et mon message, je sais pas si tu as cette impression-là, il est plutôt ciblé. Il est ciblé kinésithérapeute, il est Bien ciblé sûr. santé, il est, je ne vais pas dire pointu parce que ce serait tellement prétentieux de dire pointu sur les réseaux, mais il est orienté pour qu'il n'y ait pas trop de non-professionnels de santé. Ça vient toujours, hein. J'ai une de mes potes qui a une des plus grosses agences d'influence, qui est une agence américaine, et elle est directrice du pôle France, tu vois. Et donc, elle m'avait dit, Fred, tu devrais te mettre sur Instagram parce que c'est beaucoup plus viral. Elle m'avait dit, c'est plus viral. Alors, j'ai dit, c'est-à-dire, elle me dit, bah, parce que ça diffuse beaucoup plus largement que Facebook. Je dis, mais écoute, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux toucher des professionnels, donc je veux savoir. Et quand je suis arrivé sur Insta, les gens s'abonnaient et je les désabonnais quand je voyais que ce n'était pas des kinés ou des professionnels de santé, tu vois, en faisant comme sur Facebook. Ça devait être long. Ben oui. Et du coup, après, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Donc, c'est par le contenu que progressivement, les personnes qui sont en face deviennent des gens qui sont intéressés que par ce que tu proposes, comme sur votre chaîne, sur votre compte, où vous êtes très ciblé dans le discours et où quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui souffre d'arthrose du genou, il va moins arriver sur ton compte que, C'est que sûr. quelqu'un qui a envie de développer son hypertrophie, tu vois, c'est musculaire. Donc, c'est par la spécificité du discours. Mm. Mais de toute façon, bah, c'est une vitrine. Donc, en fait, tu cibles les personnes qui vont venir dessus. Mais je trouve que vu qu'il y a encore une fois de la pédagogie dans tes posts, Oui, au final, enfin, il y a quand même des gens qui sont potentiellement des patients, entre guillemets, hein, des gens non professionnels, qui vont aller sur ton compte et qui vont apprendre des choses parce bien que les sûr. gens ne sont pas Bien bêtes, sûr, ils ont clairement bien sûr. la capacité de comprendre ce genre de choses Tout quand à c'est fait. bien expliqué. Donc ça reste quand même intéressant. Oui, Moi, bah oui, parce que je l'ai vu là avec j'avais fait une vidéo là avec Major où on parlait de choses vraiment de professionnels. C'est une vidéo très longue. Et en fait, il y a plein de gens dans les commentaires qui étaient des non-professionnels qui disaient, ah, c'est hyper intéressant, je ne suis pas professionnel, mais ça m'intéresse beaucoup. Les gens sont très intéressés par la santé, hein.
Comme par exemple, Greg, lui, son discours, il est totalement orienté non professionnel. Et c'est Non, vraiment la ligne directrice. Voilà, c'est clair. c'est grand Donc, public. ouais, c'est ça. C'est mainstream au possible. C'est le but. Oui, Et c'est très bien comme ça, mais c'est choisi. oui, Donc, moi, je ne vois pas de négatif ou de positif dans l'un ou dans l'autre. C'est simplement les lignes directrices qui sont suivies. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Parce que si tu fais pour un peu tout le monde, au final, tu fais un peu de rien. Tu vois, exactement. c'est comme quand tu vois dans des études rééducation multimodale, toujours, ça veut rien dire au final. Ben, c'est-à-dire que tu mets un peu tout. Ben, c'est l'inverse de ce qu'on fait en cuisine, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu Voilà, mets c'est tous les ça. ingrédients. Mm. À la fin, tu as un truc à bouffer, mais tu sais pas qu'est-ce qui dans les ingrédients a fait A que c'était fonctionné, bon ouais. à la fin, quoi. Carrément. Mais ça, c'est intéressant. Et la croissance est liée à ça, parce que je ne sais pas combien tu as d'abonnés aujourd'hui, mais J'ai, ça 25 doit être 000, non? Un proche truc de comme ça. 25 000, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Oui, Félicitations d'ailleurs merci, pour ça. Thomas. Je sais que tu réponds à tout le monde, quasi tout le Oui, monde, des gens qui t'envoient oui, des messages. oui, Ça prend un temps monstrueux. oui. Il faut pas se leurrer là-dessus. Est-ce que tu arrives à évaluer un petit peu le temps que te prennent les réseaux sociaux? Il y a que Insta et Facebook pour l'instant? Tu n'es pas encore à danser sur TikTok? Je pensais à ça l'autre matin et je ne crois pas que ce soit une nécessité d'aller sur TikTok pour ce que je fais. Je disais ça il y a encore un an, mais je suis de moins en moins convaincu. Malheureusement, pour nous, ça ne marche pas très bien parce que j'arrive pas à transférer le fait d'apporter du contenu quand même pertinent à une plateforme qui est aussi rapide, mais malheureusement, c'est le futur. Hein. Écoute, je sais pas. En tous les cas, tu vois, je m'étais dit, on dit Fontaine, il ne faut jamais dire Fontaine ne Oui, dit oui, pas oui. Platon. Tu vois, c'est ça. Et je m'étais interdit Instagram et regarde aujourd'hui où je suis. T'es dessus, ouais, bien sûr. Et j'ai beau avoir un esprit critique par rapport et beaucoup de distance. Et je le dis, hein, sincèrement, les réseaux, c'est pas ma tasse de thé. Tu vois, alors on pourrait dire, ouais, il est performant, il fait plein de trucs. Mais c'est pas mon truc. J'aime pas ça. Ben, Et je le fais. c'est ce que j'arrête pas de répéter. En fait, moi personnellement, je me connecte sur Instagram pour publier mon post du jour, pour répondre aux messages, mais je regarde rien. Je Ouais. regarde Et ben, rien. moi, je regarde trop, tu vois, Thomas. Ouais, mais parce que j'ai passé Moi, je l'ai utilisé en perso quand ça a commencé Instagram en 2015-2016, où c'était pas du tout comme maintenant. C'était, voilà, j'utilisais en perso, mettais des photos, mettais des trucs. Maintenant, il y a tellement de choses que tu es là, tes yeux, tu vois tout et n'importe quoi. Moi, ils me mettent des vidéos courtes de bricolage, parce qu'avec Simon, on aime bien le bricolage. Tu vois des mecs qui font du béton ciré, là, c'est incroyable. Tu te dis, wow, ils sont trop forts. Et tu regardes et tu perds un quart d'heure à faire ça. Exactement. Et ça n'a pas de sens parce que tu as autre chose à faire. Du coup, moi, Parce que ton béton, il n'est pas fait pendant ce temps-là. c'est ça. Moi, j'ai une limite de une demi-heure ou 45 minutes. Je ne sais plus comment mon téléphone est réglé. Par jour Par jour dessus. d'Insta, Ouais, ah, moi, je ouais, suis à plus, hein. ouais. Moi, je suis à plus, Bah, hein. il faut que tu regardes. Mais moi, je me mets un cut. Il m'empêche d'aller sur l'application Ah, après. ben ça, c'est top, hein, tu vois. C'est comme les mecs Et qui c'est font pas radier facile, des mais caminos, hein. hmm. Ah non, il faut s'auto-limiter, sinon tu deviens fou. Sinon, tu deviens fou avec le nombre de Moi, messages je, que tu moi, je reçois en suis, plus. je suis à plus. Je suis à plus. Je suis à plus de trois quarts d'heure par jour, Ah je ouais, parce que ça se pense. cumule en fait. Ouais. Tu es là, Et, tu es dans le métro, tu regardes 2-3 minutes, exactement. Je dois être au etc. moins, je dois être à 1 heure facile par jour, avec des jours où il y en a moins que d'autres, mais je dois être à 1 heure par jour. Et c'est trop. Hmm. Euh, Parce que c'est quand même un temps où je pourrais faire, tu vois, 1 heure d'écriture, c'est énorme, C'est quoi. énorme, bien sûr. Ouais. Hmm. Et donc, c'est clairement, ça m'a amputé d'autres choses. Mais Mais ça m'a apporté bien certaines sûr, choses. Je ne vais pas bien cracher sûr. dessus, sinon j'aurais fermé le compte, tu vois, si j'avais Bah vu oui, qu'il y avait oui, des non, choses mais c'est négatives, clair. hein. C'est clair. Mais ce Clairement, geste, aujourd'hui, sur les formations, ça aide énormément, quoi, tu bah, vois. c'est certain. Mais ce geste, il est fou, tu vois, parce qu'en fait, maintenant, quand tu t'ennuies, alors maintenant, on n'a plus le droit de s'ennuyer en 2022, tu prends ton téléphone, tu déverrouilles, tu swipes et automatiquement, ton pouce, il va aller cliquer sur Instagram. C'est un Bien truc sûr, de fou. bien C'est un sûr. truc de fou. Donc, c'est important de rester détaché de ça, même si c'est un outil de communication qui est exceptionnel. C'est important d'y être détaché personnellement, je pense, en tant qu'utilisateur. Justement, si on parle des réseaux, à l'heure où aujourd'hui, tout le monde se tire un peu dans les pattes, tu l'as dit, dans la vraie vie, déjà à l'époque, en tant que kiné, tu avais quelques clashs, etc. Mais c'est normal, hein, la vie fait que tu t'embrouilles avec des gens, on reste des êtres humains. Aujourd'hui, le filtre des réseaux sociaux fait que c'est de pire en pire. Il y a des mecs qui se permettent des trucs via un écran qui ne se permettraient absolument pas dans la vraie vie. Ah non. Parce que dans la vraie vie, c'est des gens qui n'osent pas dire leurs opinions, mais à travers un écran, ils se permettent de donner des opinions sans filtre.
Comment tu gères ça, sachant que je sais que tu n'es pas attaqué tous les 4 matins, nous non plus, mais ça arrive toujours qu'il y ait quelqu'un qui essaye de gratter un petit peu sur ta visibilité en attaquant des propos, etc. Comment tu prends ça? Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu réponds pas? Quelle est ta ligne directrice là-dessus pour ne pas te travestir entre guillemets vis-à-vis de ce que tu apportes comme contenu et comme contenant? L'image de kiné au top ne m'empêchera jamais de dire ce que j'ai à dire. Tu vois, l'image que je veux donner. Il y a des organismes de formation qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont extrêmement neutres, qui communiquent, mais je ne les ai jamais vus prendre position sur quoi que ce soit, tu vois. Ils diffusent du contenu de formation pour les kinés, pour les non-kinés, et je les ai jamais vus provoquer quelque chose qui pourrait amener à un clash. Moi, c'est ma culture le clash, tu vois. Moi, j'ai fait des sports de combat, je viens de banlieue. Enfin, c'est le principe, quoi. On se tapait dessus et on se clashait du matin au soir. Donc, les personnes qui viennent me chercher, ils ne peuvent pas ne pas me trouver. Donc, je ne peux pas ne pas répondre à quelqu'un qui vient et qui me cherche. Et s'il m'agresse, ben derrière, moi, je ne tends pas la deuxième joue. Hein. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Hein. Donc, s'il m'agresse, je rendrai, avec quand même la petite différence, c'est que moi, j'ai quelques responsabilités que j'ai eues et que j'ai encore, qui sont des responsabilités ordinales et qui fait que je ne peux pas faire n'importe quoi, même si parfois j'ai du mal à me contrôler. Je ne peux pas faire n'importe quoi, tu vois. Et clairement, il y a des confrères, heureusement que c'est dans le cadre de la kinésithérapie, sinon ça partirait physique, tu vois. Donc là-dessus, je me contrôle. À la limite, il y a des écrans, donc tant mieux, on ne se voit pas, on n'est pas en face à face, donc ça c'est bien. Mais je pense qu'en face à face, ce serait différent de toutes les façons. Et Ouais, bien puis, ça sûr. m'est arrivé de clasher comme ça, et puis le mec, il est en face de toi, en fait, il n'y a plus personne, quoi. C'est un chamallow. Mais j'ai vu des trucs là récemment sur des réseaux où en fait, tu vois, il y a des mecs qui s'insultent, hein, Thomas. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, je Et sais. je dis pas les mots, hein, mais sur Twitter, mais des insultes, hein, je parle de vrais, pas des Mhm. trucs, ouais, de ceci, des vraies insultes à des consoeurs et des confrères. Et là, ça passe les bornes. C'est-à-dire que on ne peut pas voir ça dans une profession de santé parce qu'on est réglementé et qu'on n'est pas des individus, on n'est pas des. Putain, là, ça y est, ils sont en train de faire des travaux. Pas grave. Je ne sais pas si ça va déranger. Non, c'est pas très grave. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Bref, on peut pas, on est une profession réglementée, on a une déontologie, on n'est pas tu vois, des n'importe qui, et du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi entre consoeurs et confrères. Et il faut essayer de garder cette règle-là. Hein, ce n'est pas évident parce que les réseaux débrident complètement et que les gens ont l'impression que quand ils écrivent quelque chose, c'est pas grave parce que c'est sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il y a des gens qui ont été condamnés pour cela. J'ai fait un post là récemment avec une collègue là, qui a sa page La main de kiné pour dire la confraternité, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. C'est intéressant que tu vois, on a un avis un petit peu opposé, même si au final le fond est le même là-dessus. Moi, je réponds jamais. Et c'est ma ligne directrice. Je ne réponds jamais si quelqu'un m'attaque ou parle de moi en Oui, négatif. oui, Jamais, parce que je ne veux pas donner de visibilité. Et, oui, et alors, moi, j'ai une grande chance, c'est de ne pas habiter à Paris, parce que bon, tu me connais aussi. Hein. oui, Je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui sont sur le réseau parisien, on va dire. oui. Et si j'habitais à Paris, moi, ce genre de truc, parce que voilà, je réagis très vite. Moi, je sors de chez moi, je trouve l'adresse très, très vite et je vais voir la personne, tu vois. Ah, Parce que voilà, mais moi, bon, heureusement, tu es un breton, donc ça va. donc ça va, tu vois, En Bretagne, il n'y a personne. je suis protégé de moi-même, on va dire. Je suis Et protégé de moi-même. c'est bien de se connaître et quelque part, voilà, j'admire ta capacité à ne pas répondre. Mais C'est je veux une pas répondre grande. parce que je veux pas donner de visibilité à. En fait, ces gars-là, ils cherchent juste de la visibilité et je veux pas leur en donner parce que. Alors après, si c'est une critique négative mais objective avec vraiment de l'argumentation, etc. Pas de Pertinente. problème. Oui, Ouais, voilà. Mais il y a des mecs qui cherchent juste à tirer dans les pattes de tout le monde pour faire les relous de service. Et oui. ces gars-là, faut pas leur donner de visibilité. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas leur donner de visibilité. Ils apportent peut-être un truc parce que tout le monde apporte quelque chose, mais je sais qu'en vrai, c'est des personnes qui sont plutôt négatives que positives et qui ne tirent pas forcément la population vers le haut au final. Donc ça me dérange plus qu'autre chose. Et en vrai, ils ne proposent pas grand-chose pour aider les autres. Donc
Je pense qu'il ne faut pas leur donner de visibilité et je vais respecter mon mantra jusqu'au bout. Je ne dériverai pas. Ah bah, bravo. Je ne répondrai Bravo. jamais. Ouais, Sauf c'est si, très sauf si bien. la personne, si c'est Grégoire qui me clash, je répondrai parce qu'il va me donner de la visibilité en retour. Ouais. Et, non, non, mais c'est bien. Je pense que c'est un bon comportement. J'arrive pas trop parce que, voilà, moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à vouloir avoir le dernier mot. C'est une erreur, hein. Oui, oui, non, Quand moi tu vois, aussi, tu peux mais dans avoir la un vraie petit vie. peu. Ouais, Ouais, c'est une erreur. Et après, non, mais après j'adore. Tu vois, il y a un truc que je dis souvent, c'est que on a moins l'habitude de la critique et de l'opposition chez les kinés que dans les autres professions de santé. C'est-à-dire que heureusement qu'on peut critiquer les bien propos sûr, de quelqu'un. Heureusement évidemment. qu'on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec cette personne, Et à la sans forme pour aussi. autant dire. Une fois, je me souviens, j'avais fait un congrès il y a longtemps avec Thierry Marc et on avait fait chacun le rôle du deltoïde, tu vois. Et puis moi, je trouvais ça aberrant parce il y avait ce courant qui disait qu'il ne faut pas renforcer le deltoïde parce que c'est mauvais pour la coiffe, etc. Je dis, mais comment on peut dire un truc pareil du muscle le plus important de l'épaule? Et puis j'avais été aussi influencé par les travaux de Gagé, Biluard, qui avait fait des études biomécaniques sur le deltoïde. Bon. Et on se fait un congrès où lui il dit voilà pourquoi contre le renforcement du deltoïde, et moi je dis ben voilà pour. Voilà pourquoi c'est pour. Et je me souviens parfaitement qu'après cela, les gens étaient venus me voir, ils me disaient ah ouais vous n'êtes pas copains, ah ouais, quand même, hein, il y a du fight. Je dis ben non, on apporte deux visions différentes. Et quand tu vas dans des congrès de chirurgiens, il y a très souvent ce qu'ils appellent des battles, Mhm. où les mecs arrivent et ils disent voilà, chirurgie de la coiffe, ben moi je fais ça. Et toi tu fais quoi? Ben moi je fais l'inverse. Et toi tu fais quoi? Ben moi je n'opère même pas. Et ce sont des visions, ce sont des expériences personnelles qui sont basées sur ben, des écoles. Tu sais, il y a des écoles en chirurgie. Hein. En chirurgie, en France, à Lyon, tu ne fais pas la même chose qu'à Paris ou à Rennes. Il y a des écoles, des influences. Et les mecs se servent de la littérature, mais ils ne crachent pas sur leurs expériences et sur ce qu'ils ont comme expertise personnelle. C'est aussi un truc qui est très différent aussi chez les kinés. C'est que si un kiné arrive et dit ben moi je fais ça depuis 15 ans et ça peut être intéressant de faire comme ça, Elle aujourd'hui en va se France, faire, on va lui jeter les tomates. voilà, aujourd'hui en France, on te dit non mais c'est quoi cette baltringue? Et quand tu vas dans des congrès, je suis allé au congrès Mackenzie et il y avait un physio hollandais, je crois, qui était là et qui montrait qu'est-ce qu'il faisait sur les gens qui avaient des sciatiques. Et il disait, voilà, moi, je fais ça. Et je pose la question, je dis, mais ça t'arrive pas que le mec, après ça, il n'arrive plus à se lever? Il dit, ben, dans mon expérience, c'est jamais arrivé, donc je continue à le faire. Il s'appuie sur aucun papier, tu vois. Et pourtant, ben, on ne va pas le critiquer pour cela parce que le mec, il a 20 ans d'exercice, qu'il a publié quand même, effectivement, mais que ce qu'il nous diffusait, c'était son expérience personnelle. Et je trouve que c'est dommage de devoir se couper de cela parce que les autres professions ne le font pas. Quoi, tu vois. En chirurgie, l'expérience des gens, c'est respecté. Euh, et je crois qu'en kinésithérapie, on a tendance à moins vouloir respecter cette expérience-là, probablement de la part de gens qui n'en ont pas. Mais ça vient, l'expérience, avec le temps. Il suffit juste d'être patient. Hein. Alors, c'est peut-être un manque de patience. Il y a de ça et il y a le fait qu'avant, rien, enfin rien, entre guillemets, hein, si je dégrossis le truc, rien n'était vraiment étayé par de la littérature scientifique et qu'on a pris le contre-courant à se dire il faut que tout ce qu'on fait soit validé par des recherches, etc. Ce qui est le mieux, mais sauf que on va trop dans les extrêmes. La Un réalité, elle effet est toujours balancier. dans la nuance. Ouais. Un effet balancier. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. J'ai l'impression que ça revient quand même un petit peu au milieu là. Ah, c'est un effet balancier comme dans tout, tu vois. Hmm. Il y a aujourd'hui une forte approche des neurosciences parce qu'il y a des fortes connaissances qui sont issues des neurosciences ces 15 dernières années. C'est très bien, c'est fantastique, ça a bouleversé, c'est probablement un des plus gros bouleversements qu'on ait connu sur la compréhension de la douleur. Et du coup, on est parti dans des, tu vois, dans des extrêmes, mais le balancier va revenir au centre, c'est toujours comme ça. En médecine, c'est toujours comme ça. On va prendre ce qu'il y avait d'intéressant dans tout ce que ça a pu nous apporter, puis on va se dire, bon, finalement, il y avait d'autres choses aussi, puis il y a l'affaire psychologique et sociale qu'on est en train de découvrir, que les chirurgiens découvrent aussi. Sinon, on savait bien que c'était important. Ouais, ça prend un peu de temps chez eux, mais ça arrive effectivement. Ça arrive. Ouais.
Pour conclure sur tout ça, Fred, est-ce qu'il y a des nouveaux projets, à part le livre dont tu nous as rapidement parlé, qui vont arriver de ton côté sur les mois à venir et sur l'année 2023? Alors sur 2023, il y a des nouvelles formations qui vont être proposées par Kinéotop, des trucs qui me tiennent à cœur autour justement des céphalées. Tu vois, c'est un des champs que j'avais expérimenté cliniquement. Donc là, il y a un confrère qui est super calé là-dessus, qui fait sa thèse de doctorat là-dessus, qui est belge, Romain Diop, qui va proposer ça chez Kinéotop. Il y a une formation spécifique pour les musiciens, enfin pour les kinés qui s'intéressent aux musiciens. Et tu vois, c'est là qu'il y a aussi une petite part personnelle parce que j'ai soigné beaucoup de musiciens, j'ai soigné beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc, tu vois, j'apporte un petit peu des choses qui m'ont intéressé. C'est ça qui est cool aussi avec cet organisme, c'est que ben, j'appelle des collègues leur disant, voilà, tu es fort là-dessus, est-ce que ça te dit de proposer quelque chose? Donc, il y a une petite empreinte quand même personnelle là-dessus. Je crois que c'est la première fois que c'est un peu comme ça. Et puis, le livre, qui va me prendre beaucoup de temps, des articles que j'ai en préparation aussi. Donc, il y a du taf. Magnifique. Fred, on va finir ce podcast par deux petites rubriques. Première rubrique, je vais te poser des questions. Il va falloir répondre très rapidement sans réfléchir. Je Oui, te non, pose deux. seulement. Non, je te propose deux mots et tu me choisis celui qui parle le plus pour toi. Tu T'es me dis prêt? Booba ou SCH. Ah, attends, tu vas voir. Tu vas voir. Ne dévoile pas tout. Instagram ou Facebook? Face- Facebook. Ok, il reste de l'ancienne école, c'est bien. Tu restes fidèle à tes principes de départ. Scapula ou humérus? Scapula. Scapula. Difficile, Scapula. difficile de Scapula. répondre. Ok. Scapula. Cabinet ou formation? Cabinet. Booba ou C'est Caris? dur, hein, tes questions, franchement, c'est Ouais, je lourd. sais, je sais, je sais. Booba ou Caris? Sachant que t'aimes bien les clashs. Putain. Ah, Non, Booba. Booba. quand même. Oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Instabilité ou épaule raide? Ah, épaule raide. Épaule raide, c'est vrai que ça me fait plus penser à toi. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait plus Ouais, penser à toi. Force ou souplesse? force. Magnifique. Et petite question plus personnelle, couscous ou tagine? Couscous. Voilà, Bon, classique. après, j'ai dit récemment que j'ai tellement bouffé du couscous toute ma vie que je ne peux plus le voir en peinture, mais quand même, couscous, quoi, c'est le. Voilà, Je crois que c'est tous notre cas. Voilà. Et la dernière rubrique, si tu as écouté quelques-uns de mes podcasts, tu connais, je vais te faire une liste de valeurs. Alors, les valeurs, c'est des mots sur lesquels tu mets des connotations personnelles ou qui vont au final se retransmettre très bien dans Kinéotop parce que c'est quand même à ton image. Donc, ça représente ce que tu es et ta façon de penser. Et de toute façon, avec tout ce que tu nous as dit avant, on se doute de ce qui t'est cher. Tu m'en gardes 3 parmi toutes celles que je vais te citer et tu m'expliques pourquoi après. Ok. Attention, il y en a 40 000. Hein. Ça va être très, très long. Je vais te faire une très, très longue liste. T'es prêt? Tu peux noter si tu veux. Ouais, sur ton téléphone. Mais attends, mets tes lunettes parce que Voilà, je, direct. je sais que c'est dur pour toi. Vas-y. Allez, c'est parti. Ambition, amitié, amour, audace, authenticité, bienveillance, combativité, courage, créativité, égalité, équilibre, exemplarité, famille, gentillesse, humour, intégrité, justice, liberté, pédagogie, performance, santé, travail, pardon, et en dernier, je vais te mettre volonté. Si tu devais m'en garder 3 parmi tout cela, ça fait beaucoup, hein, je sais, mais T'es relou là, hein. c'est dur, c'est dur de choisir. Bon, ok. Alors, je Normalement, il y en a pense 3 qui que. doivent sortir, ouais, vraiment. Ah oui, déjà, il y a famille. Parce que Ça ça, m'étonne pas de c'est mon toi. pilier, tu vois. C'est-à-dire que si j'ai pas ça, je suis rien du tout. C'est mes piliers. Si ça commence à partir un peu en vrille, il n'y a plus rien qui peut fonctionner derrière, donc forcément famille. Donc, une fois que j'ai enlevé ça, alors je te le dis tout de suite, j'ai retiré gentillesse et bienveillance, quoi. Je sais pas ce que c'est. Même si Pourtant les c'est la gens. mode. Attends, Ben c'est non, la mais mode. tu vois, ce Faut qui est être marrant, c'est que bienveillant. souvent les gens me disent t'es bienveillant, Fred, mais je crois si on. Non, bon, enfin bref. Alors, après,
Amitié, bon, ok. Amour, bon, ça, on va baser. Et c'est important, toutes ces choses-là, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas important, audace. Euh, je crois que la liberté, c'est un truc très important pour moi. Très important, la liberté. Donc, famille, liberté, c'est très important pour les gens avec qui je travaille aussi. C'est-à-dire que je n'ai jamais retenu qui que ce soit qui voulait s'en aller, moi. Jamais. Parce que j'ai ce principe de les gens doivent être libres. Libres de faire ce qu'ils veulent, libres d'entreprendre ce qu'ils ont envie d'entreprendre, à partir du moment où, bien évidemment, ils respectent les règles autour. Donc, amour, liberté. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ce qui me qualifie probablement le plus dans le regard des autres, c'est le travail. Je crois que c'est une valeur qui est un fil rouge aussi avec mes sœurs, même si on fait des choses très différentes, on travaille beaucoup dans tout ce qu'on fait. Donc, je crois que ça, c'est un truc qui a dû nous être transmis par nos parents parce que nous trois, on bosse énormément dans des secteurs complètement différents et, euh, et on essaye d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Donc, alors, il y a pas cette notion-là, mais travail, amour, non, travail, famille, et l'autre, j'avais dit quoi? Liberté. Et liberté. Voilà. Comment tu arrives à rester libre vis-à-vis de toutes les contraintes que tu t'imposes en termes de travail, justement? Ça met du sens à tout ce qu'on a vu avant. Je, Toi, personnellement. je ne le suis pas, mais c'est une quête permanente. C'est une quête permanente. J'ai vu un film là, récemment qui s'appelle Une œuvre sans nom. Et c'est l'histoire d'artistes au moment de la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, et notamment l'avant-garde allemande. C'est des artistes qui ont révolutionné l'art. Et à un moment donné, il y a Joseph Beuys, qui est un artiste conceptuel dont on ne comprend pas grand-chose des œuvres, mais qui est un génie, et qui dit aux artistes, si vous n'êtes pas libre, c'est toute la société qui ne le sera pas. Il y a des gens qui, pour moi, réussissent à avoir une liberté absolue. Et dans ma tête, j'ai les artistes, tu vois, et c'est peut-être pour ça que j'ai autant d'admiration pour eux, c'est parce qu'ils ont cette liberté-là. Et donc, c'est une quête. Eux, ils le sont parce qu'ils y arrivent probablement, même s'ils travaillent beaucoup. Et puis, toi, moi, on essaye d'être libre, même si on se met des contraintes. Ce n'est pas parce qu'on a des contraintes qu'on n'est pas libre, hein. Il suffit juste de créer les contraintes qu'on accepte nous. Et dans ce qu'on fait, voilà, moi, je ne pourrais pas travailler avec une hiérarchie, tu vois, au-dessus de moi. Pourtant, je suis un excellent soldat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais dans l'associatif, quand j'avais quelqu'un qui me disait tu fais ça, j'étais un soldat. Mais le jour où je décide que cette personne-là, c'est plus la personne dont je dois dépendre, c'est fini, tu vois, je m'en vais. Donc la liberté, c'est pas se balader à poil dans la rue, c'est créer ses propres contraintes. C'est accepter ses contraintes, les construire et quand elles ne conviennent plus, eh ben, réussir à en changer. On a la même définition de la liberté, c'est choisir ses contraintes. Donc, effectivement, c'est une quête permanente, mais ça s'optimise petit à petit, on va dire, je trouve. Donc, ce sera une belle fin à ce podcast. Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Sur Internet, tu veux me retrouver pourquoi? Bah, pour que les gens te retrouvent. Ils vont Ben, te sur chercher. Insta, tu peux aller sur Insta, tu peux aller sur Kinéotop. Sur Facebook, tu peux aller sur les Polotop. Et pour les kinés et des patients qui regarderaient ce podcast, eh bien, ils peuvent aller sur le site Epolotop aussi, qui est un site où on a Et oui, il y a plein de livrets, il y a collecté plein de trucs. Ouais, plein de c'est vrai. choses pour Mm. tout le monde et pour les patients. Et puis la chaîne YouTube aussi, Epolotop, qui va atteindre quand même les 10 000 abonnés. Donc c'est pas mal, je trouve, pour une chaîne qui est quand même hyper spécifique, hein. C'est monstrueux même. Ah ouais? Ça m'impressionne plus que Instagram, tu vois. Ah ouais, bah écoute, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu sais, pendant le confinement, on a fait des petites conférences en ligne puisqu'on ne pouvait plus rien faire. Et il y a Mhm. une conférence sur la tendinopathie qui a plus de 20 000 vues, qui est genre à 21 ou 22 000 vues pour une conférence vraiment très orientée pro. Et ça me fait énormément plaisir parce que je me dis qu'il y a plein de kinés dans les pays d'Afrique du Nord, même parfois au Canada, Mhm. au Québec, dans les pays francophones, qui voient ces conférences, qui m'écrivent des messages. Ça me fait super plaisir. Et je me dis, bon, les réseaux, quand même, il y a un truc positif derrière, c'est qu'on pète les frontières, quoi. C'est clair. Je suis complètement d'accord avec ça. Et bah, c'est la preuve en est, hein. Les chiffres ne mentent pas de toute façon.
à ce niveau-là. Les amis, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de noter le podcast si vous pouvez sur l'application sur laquelle vous l'écoutez. Mettez 5 étoiles si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, restez authentique, mettez 0 étoile. Mais je pense que si vous êtes là encore à cette heure-là, c'est que vous avez bien aimé. Allez suivre ce que fait Fred parce que franchement, c'est toujours très intéressant. Et encore une fois, c'est une personne authentique comme vous avez pu le voir là. Donc, allez lui donner de la force. C'est toujours gratifiant. Et bon, même s'il n'en a pas besoin parce qu'il a déjà beaucoup trop d'abonnés, il va nous rattraper bientôt parce que tout n'est qu'une course aux chiffres. Non, allez soutenir ce qu'il fait, c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent le temps de développer du contenu comme ça pertinent et qui peut vous aider. Donc, vraiment, faites-le, c'est super cool. Fred, merci pour tout encore une fois. Merci à toi, Thomas. Merci à Simon aussi, parce Bien que sûr, Simon il n'est aussi, pas là, mais il est il est il est en train de faire caché. du ciment. Il est en train de faire du ciment. Non, Euh, il est en train de gérer les mails des gens pour les formations, tu vois, parce qu'on n'a pas bon, encore de secrétaire, mais ça va arriver. bon, écoute, merci à toi pour ce que tu fais aussi, Thomas. Merci pour cette invitation. On Merci pour essaye. le contenu de qualité que tu fais et la constance dans ce que tu fais. Je crois que ça, c'est important parce que c'est aussi une qualité dans la vie, la constance. Et ça vient aussi du sport, de la régularité. Tu vois, la régularité. Et du coup, ben voilà, en fait, tu ne fais pas des trucs en haut, en bas. Moi, j'ai un peu moins de constance, mais Tu as toi, d'autres ouais, obligations aussi. chacun a des qualités Mm. et des défauts de toutes les façons. Et c'est parce il vaut mieux savoir qu'on a des défauts pour mieux Exactement. accepter les autres. Exactement. Mais en tous les cas, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est de qualité. Et tu le sais, je te l'ai déjà dit depuis très longtemps, Thomas, puisque quand tu as commencé à te mettre sur Facebook, toi aussi, j'étais venu te chercher. Et je Mm. t'avais écrit en te disant, parce que je me souviens parfaitement que j'avais partagé un contenu sur l'épaule que tu avais fait sur la page Épaule au top et qu'on m'avait critiqué en me disant, ouais, tu partages des trucs de Stap Sapa, Fred. Je dis, écoute, je ne sais pas ce que je partage, je ne sais même pas qui sont les mecs, c'est de qualité. Je m'en fous que ce soit des Staps ou des kinés. Les mecs, ils parlent de l'épaule et c'est hyper intéressant ce qu'ils font. Et du coup, je t'avais écrit en perso en te disant, dis-moi, vous êtes des éducateurs sportifs ou vous êtes kiné? Et tu m'avais écrit, non, on est kiné, mais on ne le dit pas parce qu'on a peur que derrière, on dise qu'on fait de la pub parce qu'on est éducateur sportif. Et ta remarque, cette remarque-là, il y a longtemps, hein, a fait que j'ai mis à l'ordre du jour une question parce que je me suis dit, attends, on marche sur la tête avec cette histoire de publicité. J'avais mis à l'ordre du jour une question au niveau ordinal, de dire, attends, comment ça se fait que les kinés qui sont préparateurs physiques, éducateurs sportifs, ils ne puissent pas dire parce qu'ils ont peur que c'est de la pub pour une autre activité. Et derrière, il y a eu une recommandation, ce n'était pas une obligation, parce que j'étais personnellement favorable au fait d'obliger les kinés à dire qu'ils étaient kinés quand ils faisaient de la prépa. J'étais pour le fait de les obliger. Tout simplement parce que quand tu es kiné, tu as des obligations qui sont supérieures qu'un mec qui est préparateur physique et qui n'est pas kiné. Tu as des obligations qui sont déontologiques. Si tu prépares, si tu fais de la prépa physique d'une nageuse et que tu te comportes mal avec elle, eh ben, si elle sait que tu es kiné, elle peut s'en référer à ton ordre professionnel, ce qu'on ne peut pas faire quand on est préparateur et non professionnel de santé. Et on m'a dit, ben non, on ne peut pas obliger parce que la loi, etc., bref, des trucs juridiques. En revanche, on va inciter les gens à le faire. Et tu vois, c'est ton contenu sur lequel j'étais tombé sur Facebook a abouti au fait qu'aujourd'hui, on accepte et on incite les kinésithérapeutes qui ont une double casquette de préparateur et de kiné à le mentionner et à le préciser. C'était parce que tu avais fait dès le départ du contenu avec Simon de qualité. Voilà. Eh ben, merci pour cette explication. Tu vois, je ne savais pas. On en avait pas Ah, rediscuté voilà, tu après, vois, mais c'est pas un tu petit peu m'apprends des choses échantillon. sur ce qu'on produit comme contenu. Ça peut aider. Donc, tant mieux, c'est Voilà. magnifique. Bon, les amis, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où que vous écoutiez ce podcast. Et surtout, bah, faites-vous plaisir. Faites des choses que vous aimez et prenez du bon temps dans la vie en faisant ce que vous aimez, tout simplement. Et faites avancer les choses et les gens. C'est le plus important. Salut tout le monde. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu as besoin de conseils personnalisés, que tu sois professionnel ou juste sportif, notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-thérapie.fr. Merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine.